Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 27e numéro d'Entre nous soit dit. J'espère que ceux qui nous écoutent et qui nous voient sont riches, car il va être question de la richesse aujourd'hui, avec un auteur qui vient de publier un ouvrage intitulé « Être riche, un tabou français », que je vous montre, aux éditions Albin Michel. Et cet auteur, eh bien, il est là. Éric Brunet, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes l'homme des tabous, en tout cas des tabous qu'il faut lever. Votre dernier livre a été un grand succès, Être de droite, un tabou français. Et aujourd'hui, c'est Être riche, un tabou français. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord ce qu'il va devenir de vous si le livre marche de mieux en mieux et que vous devenez riche. Alors, vous serez un nouveau riche. Ah, je serai un nouveau riche. Et donc un ancien pauvre. Un ancien pauvre, oui. Je crois que il me semble que c'est Audiard qui disait « Ne nous foutons pas trop des riches, on ne sait jamais ce qu'on peut devenir ». Effectivement, non, j'en suis pas là. Et puis, c'est vrai que on est dans une société un petit peu particulière où, quand on devient riche, on a tendance à pas trop le dire. C'est des choses qu'on dissimule, qu'on cache. Donc si jamais je deviens riche, je sais même pas comment moi-même je réagirais parce que c'est pas tellement admis dans nos sociétés. C'est bien l'origine du livre. C'est l'origine du livre. Voilà. Et pas seulement, non mais ça c'est très important, pas seulement à cause de la question religieuse. On a beaucoup dit la France, le pays catholique, c'est pas si... C'est plus compliqué que ça. Oui. Alors, votre livre dit carrément les choses, c'est le livre écrit par un pauvre qui n'en veut pas aux riches. C'est dans l'introduction du livre. Hein. Tout à fait. Alors donc, la notion de pauvre et la notion de riche mérite quand même d'être explicitée, parce que la dernière définition que j'ai entendue, c'est celle de M. Hollande, que vous citez dans le livre, qui estime qu'on est riche à partir de 4 000 € net par mois, si j'ai bien retenu le chiffre. Alors, est-ce que c'est une définition recevable? Est-ce qu'elle est universelle? Et est-ce qu'elle a vraiment un sens? Alors, il y a deux choses sur votre question. La première, c'est qu'effectivement, il faut définir ce qu'est un riche. Et sur le sujet, il y a des tas de gens qui travaillent. Des universitaires, des sociologues, des politiques qui font des sorties aussi nauséabondes que celles de François Hollande pendant la campagne, pour des raisons démagogiques évidentes. Vous imaginez quand même, ouvrons une parenthèse, la phrase à une émission de grande écoute, c'est « Je n'aime pas les riches, j'en conviens ». Changez le mot riche par celui que vous voudrez, oui, ça ressemble un peu à la haine sociale. Voilà, ça ressemble à la haine sociale, c'est pas terrible. Bon. Alors, la définition quand même de notre ami Hollande, elle est là, quoi, elle est là. Et c'est vrai que j'ai cherché, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui était capable de me fournir comme ça un seuil précis. Alors il y a des gens du CNRS qui ont établi des calculs statistiques qui sont très exactement d'ailleurs la symétrie du seuil de pauvreté. Voilà. Voilà, sur la base des X% de Français les plus riches qu'on mettrait voilà, au-dessus du seuil de la richesse. Bon. Toujours est-il que tout cela n'a pas grande valeur. Qu'est-ce qu'un pauvre, qu'est-ce qu'un riche? Je crois que les réflexions de bon sens suffisent. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que depuis 1970, la pauvreté a diminué beaucoup en France, statistiquement. Hein. Ça veut dire que la gauche et les altermondialistes ont quand même tendance à nous raconter un peu n'importe quoi, car si, je le répète, on regarde les statistiques de l'INSEE, voilà, la pauvreté diminue. A contrario, la France ne s'enrichit pas, et surtout on se rend compte qu'il n'y a pas plus de riches aujourd'hui que jadis, en valeur absolue. C'est même plus terrible que ça. Les grandes fortunes de ce pays, eh bien, elles ont les mêmes noms que dans les années 60 ou 70, hein, à peu de choses près. C'est les Bettencourt, ils étaient là, c'est Bolloré, ils étaient là, Bernard Arnault, bon, son père, son grand-père était là, Pinault, c'est la même chose, Bouygues. On se rend compte que on a moins de pauvres, ça c'est formidable, mais on a moins de riches. Bon, ça c'est pas exaltant, parce que les riches ils tirent quand même l'économie vers le haut, et qu'en plus ces riches-là, ce sont les mêmes dynasties qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de capitalisme d'héritier, et c'est là que je veux en venir, qui est vraiment pas terrible. Un capitalisme d'héritier qui fait que la France est le pays le moins démocratique au monde pour devenir riche. Aux États-Unis, moi j'ai pas le culte des États-Unis, mais enfin, bon, sur ce registre, ils sont bons les Américains. C'est un pays qui foisonne, etc. Vous regardez un milliardaire récent, là, qui s'appelle David Filo. Il a créé Yahoo, yahoo.com, yahoo.fr, un site internet. Bon. Ce type-là, c'était un latino, il y a 20 ans,
qui ne parlait pas un mot d'anglais. Il est arrivé, bon, c'est un immigré plus ou moins clandestin. Il est milliardaire aujourd'hui. Quelle vitalité exaltante. Quel exemple. On parle d'intégration, etc. Ce type-là, il vaut 10 000 assistantes sociales. C'est-à-dire, soudainement, il y a aux États-Unis des gens qui se disent, moi, je peux réussir en une génération. Et c'est juste fascinant. Alors chez nous, ben voilà, il y a moins de pauvres, c'est bien. Ça prouve que la société française, finalement, contrairement à ce qu'on dit, elle a su endiguer le problème de la pauvreté. Alors on les montre un peu plus, hein. Il y a des gens comme le droit au logement, etc., qui leur demandent de camper dans des endroits médiatiques, etc. Bon, mais la pauvreté, bon, c'est toujours quelque chose de terrible. Il y en a moins. Mais il y a moins de riches, et ça, alors là, ça c'est le combat de mon livre, parce que la France a mal à ses riches, ils s'en vont, et puis de toute façon, quand ils s'en vont pas, ceux qui restent, on les montre du doigt. Et puis alors pour ceux qui arrivent, alors là du coup notre université, notre école, eh ben, ne donne pas spécialement envie aux jeunes d'être riches parce que on n'encourage pas la création de richesse, la création de croissance, etc. Donc je pense que la société va pas très bien parce que ces riches nous manquent bougrement. Alors précisément dans votre livre, il y a un titre, La richesse, un tabou français. J'ai eu envie, après lecture de ce livre, de me dire qu'il y avait même deux tabous. C'est bien la richesse. Il y a le tabou qui frappe les riches, et puis il y a le tabou qui empêche les gens d'être riches. Vous venez de le démontrer. Or, ce tabou est très exactement issu d'un certain nombre de dispositions fiscales et sociales qui font qu'au-delà d'une somme de 4 000 euros, précisément, on ne peut plus gagner de l'argent sans faire un effort considérable. De l'ordre, les sommes qu'on peut gagner sont de l'ordre de 10% de ce qu'on produit. C'est-à-dire que pour avoir 1 000 euros de plus, il vous faut produire 10 000 euros. Et ça, c'est un calcul que n'importe qui peut faire, les professions indépendantes, bien sûr, ou les gens qui vendent leur temps, comme on dit. Au niveau des salariés, c'est plus difficile parce que là, les conditions sont différentes, mais on retrouve très exactement ces mêmes dispositions. Et il y a une étude récente qui est apparue il y a quelques jours, donc, et qui indique que les gens, que la consommation de biens culturels, par exemple, est beaucoup plus importante chez les gens aisés, et les gens aisés sont déterminés très précisément comme cela, autour de 4 000 euros, un peu plus ou un peu moins. Donc on est vraiment dans une situation qui n'a rien d'une malédiction, mais qui est organisée. Alors précisément, à ce sujet, je voudrais revenir sur un des exemples que vous donnez dans votre livre. On va là retrouver la politique française actuelle. Vous parlez d'un jeune chef d'entreprise, un jeune créateur, que vous rencontrez à Londres 2 mois après l'élection présidentielle. 2 mois. Il vous dit des choses extraordinaires. Il a tout de suite compris qu'il ne se passerait rien, en tout cas d'après ce qu'il dit, et donc il s'en va. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parcours, comment vous l'avez rencontré, et qui est-il, ce garçon qui est tellement emblématique de tous ceux qui quittent la France? C'est un chef d'entreprise que j'ai eu par mon réseau de journalistes, d'amis, etc. Quand on prépare un livre comme ça, tout de suite on essaie de cibler un peu les personnages phares et centraux qu'on va rencontrer. Bon. C'est un type qui s'est toujours dit, la France ça va pas, je peux pas y rester malgré une espèce d'attachement complètement dingue quoi, à ce pays. Il est du sud-ouest, hein, il est toulousain, il y a sa famille, il adore le bien manger, le bien vivre. Bon. Et il a attendu l'élection de Nicolas Sarkozy, parce qu'il s'est dit vraiment, il a attendu ce souffle de réforme qu'on annonçait, etc. Il a vu le dispositif du fameux paquet fiscal, etc., que la gauche dénonçait avec beaucoup de fracas. Il s'est rendu compte que tout ça, finalement, n'était pas grand-chose. Et il s'est dit, bon ben voilà, ça va faire en 2007 un petit peu comme en 95, parce qu'on a oublié qu'en 95, Chirac a été libéral pendant quelques mois. Hein. Chirac a eu des phrases sur le libéralisme exaltées. Jusqu'en octobre. Jusqu'en octobre. Il est temps d'essayer en France le libéralisme. Enfin, Jacques Chirac, 1995. Et il s'est dit, c'est la même chose. Voilà quelqu'un, un grand diseux, petit faiseux, voilà quelqu'un qui a dit, je vais faire la révolution, la réforme, ça. Et en fait, il fait rien. Et d'ailleurs, très honnêtement, moi qui ai plutôt appuyé Sarkozy, bon, je partage complètement cette opinion. J'ai la conviction que ça n'ira pas tellement. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a organisé, calmement, sagement, la migration de son entreprise vers Londres. Et alors, il est très intéressant parce qu'il dit une chose. Il dit, moi, effectivement, la fiscalité, elle est oppressante. Elle est terrible. J'en ai souffert en France et en Angleterre. De ce point de vue-là, c'est beaucoup mieux. Mais il dit aussi autre chose. Il dit, je suis parti, pas uniquement à cause de cela, je suis parti
à cause du désamour de mon pays pour les gens comme moi. Parce que finalement, c'est un type assez humble, mais il le dit très bien. On est un peu, nous autres, les créateurs d'entreprises, on est un peu des petits héros du quotidien. On crée de la croissance, on crée de la richesse, on génère des emplois, donc on génère du bonheur. Soyons un peu philosophes. Le type qui a 41 emplois, je crois que c'est son cas, ben il fabrique du bonheur. Il y a 41 familles qui mangent et qui vivent plutôt bien. C'était le cas d'ailleurs de son entreprise. Donc, ces gens-là sont des petits héros du quotidien. Et il m'a dit, mais c'est terrible que l'opinion publique, l'administration fiscale, l'administration française dans son ensemble nous méprise. Je ne supportais plus ce mépris. Je ne supportais plus d'avoir marqué sur le front fraudeur du fisc ou gangster de chef d'entreprise. Et il m'a dit, mais dans les pays anglo-saxons et en Angleterre en particulier, c'est formidable. Les gens sont gentils, humains, ils ont compris tout l'intérêt qu'une nation, qu'un royaume en l'occurrence, pouvait tirer de l'arrivée de gens qui sont comme ça des pionniers. Et bien voilà, tout est dit, tout est là. Voilà quelqu'un qui est maintenant heureux, qui vit entouré de gens qui sont là pour lui simplifier l'existence. Pour lui dire, mais t'es un pionnier, c'est formidable, continue, va plus loin, est-ce que tu veux qu'on t'aide là-dessus, etc. Voilà. Et puis, bien évidemment, dans son esprit, il compare chaque jour avec cette situation et ce parcours du combattant quotidien qu'il faisait eh bien, dans un pays où la mentalité administrative, mais aussi où la mentalité publique des gens, eh ben, les amenait à le regarder un peu de travers. Et il dit, moi j'ai tout gagné. Il a une phrase formidable, il me dit, j'ai tout gagné sauf sur un plan, c'est avec mon chauffeur. Ce chef d'entreprise est sans arrêt entre les 10 rendez-vous, donc il a un chauffeur. Il me dit, j'ai tout perdu avec mon chauffeur, c'est pas bien grave, il le dit avec humour, parce que l'Angleterre c'est un pays de plein emploi. Il m'a dit, mon chauffeur, que je payais bien en France, autour d'un peu plus de 2000 €, quand même. Eh bien ce chauffeur, je suis quasiment dans l'obligation d'augmenter son salaire de 100%, parce qu'en Angleterre, il traverse la rue, comme c'est un type valable, il traverse la rue et il trouve de l'emploi tout de suite en face. Donc il y a une nécessité, vous voyez que implicitement le libéralisme déclenche la justice sociale, parce que ce chauffeur est sacrément mieux payé en Angleterre, reconnu. D'ailleurs, le chef d'entreprise m'a dit, il va plus loin, il dit, je suis obligé de lui offrir des perspectives de carrière. C'est-à-dire qu'il n'est plus obligé de lui dire, bon, je vais t'augmenter. Il lui dit, je vais t'augmenter, mais peut-être que dans 3-4 ans, il faut que tu changes d'environnement, etc. Qu'est-ce que tu penserais d'entrer dans tel secteur, dans mon entreprise, on a besoin de gars comme toi, etc. C'est fantastique. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a beau être cocardier comme je le suis, amoureux de la France comme je le suis, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons. Alors je sais qu'en France c'est très malvenu. Arrêtez de regarder l'Angleterre, leur système de santé n'est pas très bien, arrêtez de regarder les États-Unis. C'est pas des pays parfaits, l'Angleterre et les États-Unis, loin s'en faut. Enfin quand même. Il y a des domaines, quand on les regarde vivre, quand on regarde l'enthousiasme de ces gens-là pour l'économie, pour le monde tel qu'il est, on se dit, bon sang, qu'est-ce que je suis jaloux de ça? Alors, précisément, replaçons maintenant cet exemple tellement signifiant et tellement riche, c'est le cas de dire, dans son contexte. Donc, il y a actuellement des gens comme ça, il y en a 2,5 millions, à peu près. Bon, les statistiques hésitent un peu sur les chiffres, mais en gros c'est ça. Il y a 2,5 millions de personnes françaises qui sont dans les pays proches ou plus lointains. Et ce qui est plus grave, et vous citez la statistique dans votre livre, c'est que sur les 55 ou 60 000 diplômés d'études supérieures qui chaque année sortent munis de ce diplôme en France, plus de 20 000 s'expatrient. Donc là, nous avons une perte sèche épouvantable, car d'une part, nous perdons tout le fruit de l'investissement que nous avons collectivement fait, l'éducation nationale d'une part, qui ne donne pas toujours de grands résultats, l'université, tout cela est à la charge de l'État et donc du contribuable, et voilà que ceux qui en sortent, munis de bons diplômes et munis d'une capacité, s'en vont. Alors ça, je crois que c'est vraiment le problème, et au-delà de l'aspect individuel, il y a vraiment un problème collectif. Alors, comment faire pour en rendre conscient, peut-être le sont-ils d'ailleurs, mais pourquoi ne font-ils rien, les gens qui dirigent le pays, ce que l'on appelle les élites, paraît-il, moi j'y mets toujours quelques guillemets parce que je suis assez réservé là-dessus, que pensez-vous de leur état d'esprit? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se rendre compte que c'est un drame? Vous savez, l'éducation nationale, c'est comme le secteur de la santé, c'est très passionnel chez nous. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, pour répondre à votre question, comment conscientiser nos élites, je me suis rendu compte que ce problème de l'argent, il est métapolitique. On n'est pas dans la fracture gauche-droite. Moi qui ai le cœur à droite, vous le savez, j'ai rencontré des gens de gauche qui avaient une grande sensibilité sur ce sujet.
et proche de Jean-Marie Bockel, d'ailleurs, le sénateur maire de Mulhouse, très, très libéral de culture, bon, qui ont une grande sensibilité. Et, à contrario, j'ai rencontré beaucoup de gens de droite qui étaient plutôt des étatistes, etc. Il y en a plein, il y en a une majorité de gens de droite qui sont comme ça, convaincus que la France éternelle, c'est celle du plan, celle de l'économie dirigée, etc. C'est cette vision très... Il y en a même un qui est bien placé en ce moment à l'Élysée. Voilà, tout à fait. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que sur l'éducation nationale, il y a des verrous à faire tomber terribles, quoi. Il y a encore des gens qui pensent que on a une éducation nationale tout exceptionnelle. Je vous rappelle quand même qu'il y a un siècle, l'empereur du Japon, qui voulait moderniser en 14 son pays, avait donné un certain nombre de directives. On allait copier le système militaire allemand, on allait copier le système, je crois, diplomatique, économique britannique, et on allait copier, il fallait que le Japon copie le système d'éducation nationale français. À l'époque, c'était tout. Bon, aujourd'hui, dans le seul classement qui prévaut mondial, sur nos universités, la première université française est 42e. C'est Dauphine à Paris qui est 42e. Il y en a 41 avant qui sont anglaises, américaines, mais aussi espagnoles, italiennes. C'est ça qui est terrible, c'est que les autres, là, les voisins latins, hein, ils nous sont passés devant. On crée 2 fois plus d'entreprises en Espagne, 40 millions d'habitants, qu'en France. Oui, 1 million d'habitants. Donc l'éducation nationale, conscientiser les gens, c'est un boulot dingue. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais je ne sais pas, effectivement, nos gamins, nos adolescents et nos jeunes adultes même, s'en vont de France chercher fortune ou chercher tout simplement de jolies carrières hors de notre pays, parce qu'ici on ne peut pas leur offrir. Et ils ont été formés à grands frais par nous, par vous, par notre argent. Et ils vont vivre des vies professionnelles passionnantes, mais ailleurs, parce qu'ici il n'y a plus de quoi exalter personne, bien évidemment. Moi, j'aime dire qu'on est un pays pauvre, mais on est un pays pauvre déjà en termes de sens, en termes de rêve, en termes d'utopie. Il n'y a plus de quoi, ici en France, exalter des jeunes qui veulent faire carrière. Mais alors, je voudrais juste terminer sur cette question de l'éducation nationale avec une anecdote fabuleuse que je raconte dans mon bouquin. J'étais il y a quelques mois à un colloque consacré à la formation professionnelle. Formation professionnelle, vaste sujet, avec des millions, 23 milliards d'euros. 23 milliards d'euros, c'est des milliards, je crois. Et donc il y avait tous les acteurs de la formation professionnelle et on présentait un module de formation pour former les formés, c'est-à-dire pour former les étudiants en maîtrise. Les entreprises en général avaient jugé que les étudiants qui sortaient de maîtrise, Bac plus 4, n'étaient pas aptes à travailler dans le monde de l'entreprise. Bon, ils ont déjà été sympas de le dire, les entreprises. Bon. Alors là, la formation professionnelle s'est dit, ben, c'est très simple. On va créer un module de formation d'1 an et demi qui va prendre les étudiants qui sortent de formation pour les reformer afin qu'ils soient formés pour aller dans l'entreprise. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai levé la main en tant que journaliste, j'ai dit mais quand même, vous ne trouvez pas incongru, il y avait des professeurs de faculté, vous ne trouvez pas un peu incongru qu'un étudiant qui a un bac plus 4 ne soit pas formé et qu'il faille le reformer? Et alors là, j'ai eu une espèce de déferlement, mais de haine, hein, d'universitaires qui me disaient « Oh, on vous voit venir, vous, avec vos visions libérales ». L'entreprise hors des campus, ça n'est pas l'entreprise de diriger la formation des étudiants, c'est à nous de le faire. Je dis oui, vous avez raison, mais de Stockholm à Johannesburg, des États-Unis à l'Autriche, de l'Espagne à la Chine, les universités forment des étudiants pour qu'ils aillent travailler. C'est ça la finalité. Arrêtez avec ça, vos visions libérales. Encore une fois, si on devait à chaque fois s'adapter au monde de l'entreprise, les enseignements changeraient tout le temps. Alors non, c'est aux entreprises de s'adapter à nous et non pas le contraire. 2007, dans une réunion publique avec des investisseurs normaux, etc. Je ne vous parle pas de vieillards Kakoshim. Non, non, non. Des acteurs du monde de la formation professionnelle m'ont dit ça. Et là, je me suis dit, ouh là là. Dans ce cas-là, il n'y a plus que le silence et comme en amour, le salut réside dans la fuite. Alors, anecdote pour anecdote, je me trouvais il y a un certain temps, pas très longtemps, dans un colloque où j'avais été invité à parler des réformes sociales, qui, comme vous le savez, sont une de mes actions les plus soutenues. Et donc, j'ai présenté la fin du monopole de la sécurité sociale, les bienfaits qui en résulteraient, etc. Et un économiste de gauche, évidemment, s'est levé et m'a dit « Si vous n'êtes pas content du système social, vous n'avez qu'à quitter la France. » J'avais tout compris. Effectivement, voilà pourquoi les gens quittent la France. Ils le quittent avec pratiquement les encouragements de tous ceux qui ne veulent rien changer. Et c'est là qu'est le drame. Parce qu'en fait, s'ils avaient une attitude ouverte, on pourrait discuter, on pourrait débattre des avantages et des inconvénients, mais non, il n'y a pas de dialogue possible. C'est pourquoi je crois que nous allons vers des événements qui, forcément,
vont être graves, car quand vous avez affaire à des gens qui refusent toute évolution, et que l'évolution est, comme vous l'avez fort bien dit, de Johannesburg jusqu'à la Chine, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ça veut dire que quelque chose va se passer. Alors, précisément pour clore cette première partie d'émission, j'aimerais que, après le livre sur la droite et maintenant le livre sur l'argent, vous nous fassiez, je dirais, un petit bilan de ce que vous avez pu ressentir à travers les critiques qui ont pu être faites, en bien ou en mal, de votre livre, et à travers les réactions des uns et des autres. Est-ce que vous vous sentez un peu plus encouragé après avoir défendu et brillamment vos thèses, ou est-ce que vous vous dites, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à aller me coucher et me mettre la tête sous l'édredon, comme beaucoup de gens me le disent actuellement? Mais vous savez, le plus étonnant de tout ça, c'est que, bon, j'ai rencontré des tas de gens qui avaient lu mon livre. Je parle des médias, hein, je parle de l'accueil des médias, parce que c'est eux qui font l'opinion. Hein. Et qui avaient beaucoup de sympathie pour moi, et qui me tapaient dans le dos, et qui me disaient « Ah, c'est courageux, etc. » Donc, première lecture. Et puis, deuxième lecture, en approfondissant, en prenant un verre, après une émission ou une interview dans un journal, j'ai compris que ces gens me prenaient pour un délicieux agitateur d'idées, mais qu'au fond, ils étaient persuadés que j'exagérais la situation. Il n'y a rien de plus exaspérant que ça. Certains me disent, oui, mais tu es déclinologue, d'autres me disent, bon non, on t'exagère, on reconnaît ta plume. Mais peut-être que j'ai une plume amusée par moment, mais ne soyez pas dupes de ce que je dis. Bien évidemment, il n'y a aucune exagération. Et alors, c'est finalement le reflet de la réalité française, un peu indolente, quoi. On dit, oh là là, on nous dit qu'il faut réformer, que la France va dans le mur, oh là là, cette dette est gigantesque, mais enfin on s'en sortira toujours. Une espèce de côté, bon, allez, c'est pas la fin du monde, on est en déficit, oui, on sait qu'il y a bien trop de fonctionnaires, mais ma foi, ça passera quand même, voilà, ça passera quand même. Et je me suis rendu compte que finalement les Français devraient être beaucoup plus alarmistes que cela. Quand un médecin et je sais que ça résonne en vous, ce que je dis quand un médecin est au chevet d'un patient qui va mal, il ne cache pas à l'épouse du patient qui va mal. Donc ça n'est pas être déclinologue que dire que la situation de la France aujourd'hui est absolument catastrophique et que les élites, en l'occurrence les élites médiatiques, ne prennent pas la mesure du tout de cette situation très noire. Je partage entièrement votre constat, j'ai pu le faire parallèlement à vous, et je m'aperçois en effet que dans les discussions que je peux avoir avec les uns ou avec les autres, alors certes, les élites dont vous me parlez, ce sont des élites médiatiques, les élites politiques c'est encore pire, parce qu'elles ont l'impression qu'on va les assassiner. Alors que nous sommes des gens très pacifiques, et nous n'avons pas le moindre envie de leur faire du mal. Peut-être qu'à la limite, on les chasserait volontiers, mais c'est un autre problème. Eh bien, pour elles, alors là, elles vivent dans une bulle qui est absolument incroyable. Ce sont des gens qui vivent dans la politique, et la politique, c'est un lieu. C'est un lieu qui est situé dans 2 ou 3 arrondissements de Paris. On se voit entre soi. D'ailleurs, en général, on se marie entre soi et journalistes. Et puis, une fois qu'on a fait son tour, une fois qu'on a expliqué aux uns et aux autres qu'on a raison et que les autres ont tort, on attend le lendemain matin pour recommencer. Alors ça, c'est absolument effarant. Alors, est-ce que les politiques que vous avez pu rencontrer, vous en voyez forcément beaucoup, parce que vous êtes journaliste, est-ce que ces politiques vous paraissent complètement en dehors des réalités, ou bien est-ce qu'ils ont enfin pris conscience de quelque chose? Ben, ils sont verrouillés par le tabou, hein, le fameux tabou dont on parle, c'est-à-dire que l'argent, ils sont vraiment verrouillés par ce tabou, à gauche comme à droite. Et le mot libéral, bon, c'est pire, gros mot, c'est-à-dire qu'on pas obligé de dire je suis libéral, mais un politique pourrait dire bon, je crois il serait souhaitable que la France s'inspire peut-être un peu plus dans tel domaine d'une approche libérale. Non, alors là, impossible. C'est-à-dire que, et on a peur surtout d'initier un projet, une réforme qui pourrait être taxé de libéral. Donc déjà, dans un pays où il est urgent, crucial, déterminant de libéraliser tout de suite, là, ce simple tabou fait que finalement, on discute du sexe des anges, mais on n'avance pas. Votre livre s'ouvre d'ailleurs sur une citation de Nicolas Sarkozy. Ne dites surtout pas que je suis libéral. Je crois que c'est ça qu'il dit. Tout à fait. C'est absolument invraisemblable. Il y avait à l'élection, je me permets de vous interrompre, à l'élection présidentielle, sur les 12 candidats qui demeuraient, je crois, à la fin, 7 se définissaient comme anti-libéraux. Alors que aucun candidat libéral défini comme tel n'était parvenu à obtenir les 500 signatures. C'est-à-dire qu'il y avait 7 anti-libéraux pour aucun candidat libéral, et surtout pas Sarkozy, qui dit et redit « je ne suis pas libéral », Sarkozy
dont le premier geste politique est d'aller voir Angela Merkel pour lui demander de cesser le copilotage, etc., qui est clairement un interventionniste. On aime ou pas, moi j'aime pas, mais enfin, toujours est-il qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Sarkozy est libéral. Ça n'est pas ça. Et c'est probablement la raison pour laquelle les déceptions dont vous faisiez état à travers l'exemple de ce jeune entrepreneur qui a quitté la France, et aussi celles qui se manifestent dans la majorité actuelle, car je lisais dans les journaux ces jours-ci que l'agitation commence à gagner les parlementaires qui, finalement, avaient cru eux aussi qu'il y aurait une rupture, et ils s'aperçoivent, pour les raisons que vous avez fort bien expliquées, l'interventionnisme, l'État, en plus un caractère un peu brouillon, fait qu'on ne peut guère espérer que les résultats que chacun attendait, pourtant 19 millions de personnes ont voté pour Sarkozy. Alors, la mutualité française fait des publicités actuellement, 19 millions, 17 millions. N'oublions pas que 19 millions de Français attendaient la rupture. Eh bien, je crains fort qu'il ne l'est pas. Nous allons en parler, bien sûr, dans la deuxième partie. Et je vous demanderai également ce qu'on peut faire quand on est riche, parce que vous en parlez aussi. Il y a de très bons exemples. Alors, nous allons marquer une petite pause très brève afin de permettre à chacun de nos téléspectateurs d'aller compter ses sous pour savoir s'il est riche ou s'il est pauvre. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. J'espère que les riches sont encore plus nombreux que nous l'espérions et qu'après avoir fait vos comptes, vous figurez parmi les bienheureux de la Terre et non plus parmi les damnés de la Terre. J'ai sur ce plateau le plaisir d'accueillir Éric Brunet. Rebonjour Éric, qui est l'auteur d'un ouvrage vraiment passionnant. Éric Brunet, Être riche, un tabou français, aux éditions Albin Michel, qui fait suite à un livre qui a été un grand succès d'édition, Être de droite, un tabou français. Donc notre ami Éric est le spécialiste des tabous, mais je pense qu'il ne peut pas s'attaquer au freudisme parce que c'est pas tellement sa partie. Alors donc, ce livre que j'ai lu vraiment avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir, parce que vous avez une plume alerte et une plume vengeresse par moment, donc c'est toujours un grand bonheur de lire. J'aime les écrivains qui sont des écrivains, donc je suis désolé de proférer un tel truisme, mais c'est quand même un plaisir. Donc, au cours de cet ouvrage, vous décrivez au fond ce que les riches peuvent faire, ce dont ils disposent. Et figurez-vous qu'après ce chapitre, je ne me suis pas senti tellement désireux d'être beaucoup plus riche. Alors naturellement, l'aisance c'est une bonne chose, mais au fond, est-ce que tous ces riches dont vous décrivez les plaisirs, la chasse à courre, le polo, les grosses voitures, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est une question fondatrice qui dépasse le choix stratégique d'avoir écrit ce livre. Parce que moi, j'ai écrit un livre pour dire aux riches, il y a des gens qui ne considèrent pas que vous êtes la vie de la terre, et il y a des gens qui essaient de faire un lobbying dans ce pays pour que vous demeuriez justement parmi eux. Mais c'est vrai que, bon, je ne peux pas m'empêcher par moments de les écornifler un petit peu, et on a des riches qui sont parfois un petit peu voyants, et qui ne sont pas toujours de bonne aloi. D'autant que en France, on a la chance d'ailleurs, peut-être parce qu'on est un pays de tradition catholique, d'avoir des riches qui sont plutôt sobres. Mais alors discrets, oui. Mais alors ça c'est bon, le mauvais côté de la culture anglo-saxonne. Bon, et ce que la gauche appelle la droite bling bling, si vous voulez, avec les montres qui font du bruit et les bracelets qui retentissent. Bon, on a le riche de plus en plus voyant. Bon. Mais je pense néanmoins qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, qu'il ne faut pas rentrer dans cette espèce de discours de dénégation qui marche très bien à gauche. Regardez ces riches voyants qui osent côtoyer la misère, regardez ces yachts, etc. Vous savez, j'ai la conviction que pour un riche, un riche qui se comporte mal, ou pour un riche qui gruge l'argent de l'État, eh bien il y en a 100 autres qui sont des gens formidables et des inventeurs de croissance. Ça c'est important de le dire. Donc ne rentrons pas dans ce discours facile qui consiste à dire regardez Arnaud Lagardère avec EADS, et regardez tel riche, il a piqué dans la caisse, et regardez celui-ci avec son yacht, et celui-là qui fait de la chasse à courre, etc., et celui-là qui fait du commerce. Bien évidemment, les riches sont comme tout le monde, ils ne sont pas des gens formidables d'exemplarité, ça va de soi, mais dans leur globalité, il ne faut pas jeter la pierre à ces gens-là. Encore une fois, un riche qui s'en va, c'est un petit village qui meurt, quoi, pour utiliser une image un peu facile. Et je crois qu'il faut plutôt les agripper, s'arc-bouter à eux, plutôt que prendre un petit peu l'image qui est véhiculée par les médias pour les montrer du doigt.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que, pour revenir à la culture Yingling, il y a eu quelque chose d'assez frappant, les deux personnalités importantes de la campagne électorale présidentielle, l'une candidate et l'autre principal conseiller de la candidate de gauche, sont des grands amateurs de montres. Et ils ont des montres, ils les collectionnent même, qui valent facilement 3 000 ou 4 000 euros, ce qui est précisément le chiffre avancé par M. Hollande. Ah, ça, je ne savais pas. Vous parlez de Nicolas Sarkozy, qui adore les montres très chères, ce qui est son droit, s'il peut se les offrir, et Julien Drey, Julien Drey, oui, vous vous en souvenez, qui est un grand collectionneur de montres. Et alors, moi, ça m'a toujours frappé, parce que je me disais qu'après tout, une simple montre ordinaire vous donne l'heure aussi, c'est pas vraiment indispensable. C'est assez curieux quand même, c'est des choses, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut finalement rendre antipathique les gens? Moi je suis très tolérant à cet égard, si ça n'est pas mon argent, que chacun fasse ce qu'il veut du sien. Vous avez peut-être raison, mais il faut qu'on soit sur ce registre un tout petit peu anglo-saxon. Oui, alors on est marqué par la personnalité de De Gaulle, qui vivait dans la 16, dans l'austérité, et finalement c'est notre socle rousseauiste là, très fort, qui veut séparer les pouvoirs de l'argent et puis la solennité que requiert l'exercice du pouvoir au sein de la République. Bravo, rien à dire. Exemplarité de De Gaulle, formidable. Bon, il fait lui-même le plein de sa voiture pour aller à Colombelles et de Aiguilles. Bon, on est en 2007. Et je crois qu'il va falloir qu'on s'amende un peu sur ce sujet. Moi, je suis comme vous, hein, sur les montres. Je n'ai pas du tout le culte des montres en or. J'aime bien le minimalisme et je trouve ça plus élégant. Mais bon, et je crois quand même qu'il faut que, bon, on considère que le monde change et que un élu qui porte une marque italienne à la mode, c'est après tout, c'est pas un problème, quoi. Il faut qu'on soit peut-être un petit peu plus moderne et un petit peu plus tolérant. Sinon, on va rester dans cette épouvantable culpabilité. Je raconte dans mon livre l'histoire de ces sociologues qui ont analysé une correspondance de plus de 10 000 lettres dans une famille saumuroise au 19e. Bon, c'était au 19e. Mais 10 000 lettres, ça en fait des mots, hein. Ça fait peut-être des millions de mots. Bon. Et l'oncle écrit à la tante, au cousin, on parle du quotidien, des animaux familiers, d'une naissance, d'amour, de haine, il y a même des divorces à l'époque, ce qui est rarissime au 19e. Donc on parle de tout sauf d'argent. Le mot argent n'est jamais écrit une seule fois dans cette correspondance de 10 000 lettres. Donc simplement, c'est lourd tout ça, sociologiquement, humainement, c'est presque une petite pathologie française. Donc il faut qu'on en sorte, quoi. Il faut qu'on en sorte, et je crois qu'il faut qu'on sorte aussi de cette espèce de mythe du chef de l'État, De Gaulle, etc. Un personnage magnifique, probablement. Mais bon, rentrons dans la modernité anglo-saxonne un tout petit peu sur ce sujet-là. D'ailleurs, puisqu'on en est au tabou, je ne sais pas si vous le savez, mais figurez-vous, j'ai appris récemment, d'ailleurs, parce que j'ignorais cet aspect des choses, que dans la Vienne de la fin du 19e et des débuts du 20e siècle, le tabou de l'argent était absolument extraordinaire. C'est-à-dire que les gens, on n'en parlait jamais. C'est l'exemple que vous venez de donner pour une famille angevine, eh bien, on pouvait le retrouver également. Et une partie de l'œuvre de Freud, d'après les spécialistes, s'expliquerait par ce tabou de l'argent. Donc, ce qui prouve que c'est quand même un problème universel et que vous avez retrouvé, peut-être en sachant, ou même si vous ne le savez pas, c'est encore plus méritant, finalement, une grande tendance de l'histoire et de la psychologie, et donc je pense que votre œuvre va s'inscrire certainement dans un sillon qui méritera d'être creusé plus longtemps. Alors, oui, je voudrais juste rebondir sur ce sujet. On parlait du 19e siècle, etc. Ça me fait penser à quelque chose qui est fondateur, c'est les origines du mal. Bon, alors bon, il y a la religion catholique, mais elle est universelle, elle est très présente en Europe, et effectivement, on sait très bien que elle n'aime pas spécialement l'argent et l'ostentation, bon, tout ça, on sait, on ne va pas le répéter. Mais c'est pas ça le mal. Parce que dès le Moyen-Âge, il y a des gens comme Jacques Coeur qui s'affranchissent de tout cela, qui commercent et qui deviennent des virtuoses du capitalisme. Bon. Et puis au XVIIIe, au XIXe, il n'est pas là le mal. C'est la pensée de gauche qui va s'installer en France dès 1945, qui va là complètement relancer cette espèce de récusation de la valeur argent, de la valeur réussite, et qui va alors là mettre une couche terrible, une chape sur la société française, en faisant de l'argent vraiment la valeur la plus repoussoire qui soit. Il y avait un terrain un peu préparé, comme dans toute l'Europe, par la religion catholique, normal, on le savait, bon, dont nous nous étions affranchis d'ailleurs, mais là, vraiment, cette gauche qui va être présente
dans l'université, à l'école, etc., ben, elle va enseigner. Elle va enseigner à des générations d'enfants que l'argent, c'est pas bien. Que si tu es un bon élève petit, tu deviendras prof, tu deviendras magistrat, formidable, hein, rien à dire. Mais jamais chef d'entreprise. Jamais, moi, on m'a dit, moi j'ai un bac plus 5 ou 6, jamais on m'a dit, génère de la croissance, crée ta boîte. C'est la plus belle chose que tu aies à faire sur Terre. Je n'ai jamais entendu une seule fois dans ma vie ce discours-là. Toujours est-il. Donc c'est très important de préciser ça, c'est que cette difficulté que nous avons avec l'argent, elle n'est pas imputable à la tradition catholique de la France, mais bien à ce discours de gauche qui a été beaucoup plus impressionnant au sens de l'impression, vous voyez, beaucoup plus impressionnant en France que dans toute l'Europe. Ça, c'est fondamental. Et j'en veux pour preuve la formidable histoire de la première mondialisation. La première mondialisation, c'est 1870-1914. La France, pendant, allez, c'est 40-50 ans, est le premier pays capitaliste du monde. La petite bourgeoisie française maîtrise avec une virtuosité incroyable les mécanismes du marché. Elle rentre dans le marché avec passion, expertise, connaissance. Il y a des journalistes économiques, en veux-tu, en voilà, dans les quotidiens français, qui vont faire de la vulgarisation économique. On est à la fin du 19e, juste avant 14, c'est formidable, tout se passe bien. Jaurès a des phrases formidables d'ailleurs qu'on a aujourd'hui occultées. Sur les patrons en particulier. Sur les patrons et sur l'économie. Et Jaurès dit oui, ces flux d'argent à travers le monde, qu'on le veuille ou non, ce sont des éléments de pacification et de stabilisation. Jaurès dit ça à l'Assemblée nationale. Jaurès qui aurait peut-être pas été si à gauche que ça en 2007. Hein. Bon, ce Jaurès-là, il est moderne sur la question de l'argent. Et la France, elle est moderne sur la question du capitalisme. Et vous savez comment tout va se casser la figure? Ça va se casser la figure bêtement. C'est qu'il va y avoir cet emprunt franco-russe. Beaucoup de gens y croient, investissent et puis se ruinent. Et on découvrira plus tard que ces fameux journalistes économiques, à l'époque il n'y avait pas la télé, pas la radio, ni Internet, donc les journalistes économiques de la presse papier, ont été achetés par le tsar de Russie pour dire du bien de l'emprunt franco-russe. C'est Lénine d'ailleurs qui balancera à l'Humanité et au Figaro d'ailleurs les preuves de la collusion. Et c'est ma foi bien malheureux parce que la France, qui était à l'époque la première ou la deuxième puissance du monde, était un tout autre pays qu'aujourd'hui. Voilà, bon, puis l'histoire nous a rattrapés. On est rentré dans l'étatisation à tout crin. Et puis le résultat, le voici, vous le connaissez mieux que moi, je le sais. Alors, précisément, la trahison des clercs, l'expression est ancienne, elle est de Julien Bernard, et elle est aujourd'hui à revisiter. Mais il y a quand même un aspect dont les gens ne parlent presque jamais, et qu'on peut vérifier très facilement. Prenez un journal, quel qu'il soit, et regardez les tribunes qui y sont publiées. Elles sont toujours le fait, ou quasiment toujours, de gens qui sont payés par l'État. Professeurs, chercheurs, universitaires. Et vous avez là l'explication du mystère, ou une des explications du mystère. Ces gens se sont exclus de la concurrence, puisqu'ils ont de l'argent qui leur est attribué pour leur fonction, ils sont d'ailleurs fonctionnaires, et à partir de ce moment-là, ils n'ont pas besoin de chercher partout l'excellence et surtout d'avoir des gens qui leur apportent leur subsistance parce qu'ils sont satisfaits de leur service. Donc ces gens ne veulent en aucune manière que le système change, car si on change ce système, c'est-à-dire si on exclut du domaine de la fonction publique des tas de gens qui n'ont rien à y faire, je veux dire qu'on peut parfaitement faire de l'enseignement sans être fonctionnaire, on n'a pas besoin d'être chercheur et d'être fonctionnaire en même temps, etc., etc., eh bien, vous avez là des gens qui militent systématiquement et qui tiennent pratiquement toutes les tribunes, et c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile de se faire entendre. Essayez donc, vous, Éric Brunet, de passer une tribune, même dans le Figaro, dans Le Monde, n'en parlons pas, dans Libération, où vous expliqueriez, en résumé, ce que vous dites dans votre livre. Peut-être que si vous tombez un jour où les rédacteurs en chef sont en vacances et que vous tombez sur un stagiaire qui comprend, vous passerez, mais sinon vous ne passerez jamais. Ouais. Donc voilà un des aspects. Et dans la presse, alors là vous dites dans le livre, je crois que c'est Marianne qui avait fait un sondage, je crois qu'il y a 6% seulement des journalistes sur les 37 000 journalistes français qui ne votent pas à gauche. Qui ne votent pas à droite. Mais il y en a 6% de droite qui votent à droite. Voilà, c'est ça. Je m'embrouille dans les... Alors, là aussi, il y a un vrai problème. Moi, c'est ce qui me rend très pessimiste, voyez-vous. Non pas à terme, je suis sûr que les réalités vont s'imposer, mais ce qui est bien dans un pays, pour qu'il y ait une évolution, c'est que les esprits évoluent, comprennent,
et qui pousse les politiques à faire des réformes. Alors, ce mouvement, personnellement, je ne le constate pas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais... Moi, je suis comme vous. Bon, pourquoi mentir? On n'est pas obligé, à la fin d'un échange, de terminer par un happy end, fort heureusement, parce que moi, je ne le vois pas. Je suis comme vous, je suis très inquiet. D'abord, pour reprendre le début de votre intervention, hors l'État, point de salut, c'est-à-dire hors l'État, point d'intellectuel, hors l'État, point d'intelligence, hors l'université. Voilà, ça dure depuis toujours. Hein, regardez Nicolas Fouquet, à l'époque de Louis XIV, bon, il fait des fêtes plus somptueuses, il a un château plus beau, il est plus riche, voilà. Ça aurait pu être à la gloire de ce roi Louis XIV, de dire, tiens, ce Fouquet, ben, il est dans mon royaume, pas du tout, il va le faire emprisonner. Premier réflexe. Regardez plus récemment François Pinault et l'île Séguin. Bon, moi je ne suis pas un grand connaisseur d'art contemporain, mais ce qu'il proposait, c'était des collections 10 fois supérieures à celles du centre Georges Pompidou. Elles sont à Venise. Elles sont à Venise aujourd'hui parce que la bureaucratie française ne les a pas acceptées. Alors, il y a des tas de gens qui n'aiment pas l'art contemporain et qui se disent bon débat, sauf que c'est juste une histoire qui est symptomatique de tout ce qui se passe dans ce pays. Pour les intelligences et les intellectuels, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans notre monde, il est inconcevable de faire une tribune quand on ne tient pas une chaire à l'université, etc. On est vraiment dans un monde très particulier, très inquiétant, qui m'amène à dire exactement comme vous, mais on est vraiment en convergence. Hein, ça, je dois le dire. Qui m'amène à dire. Mais on n'avait rien préparé. On n'avait rien préparé. Mais que ça va pas. Que la rupture annoncée par Sarkozy, elle vient pas, et que ce choc culturel, parce qu'avant de faire des ruptures techniques, d'ouvrir le capot de la voiture et de changer les tuyaux, avant de faire ça, il faut un choc culturel. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, dans cette espèce de semi-indolence, personne n'a pris la mesure de la tragédie française. C'est Céline qui disait « la France, c'est les Deux-Sèvres », et j'ai bien peur qu'aujourd'hui la France soit un canton des Deux-Sèvres, plus grand-chose. Et on continue à avoir une éducation nationale qui est le premier employeur du monde depuis la dissolution de l'Armée rouge, avec 1 300 000... Et on ne se rend pas compte qu'on est un tout petit pays qui ne mérite même pas, disons-le franchement, de figurer au G8, qui ne mérite même pas. Fort heureusement, il y a une... On vit encore sur nos acquis. On vit sur nos acquis. Bon. Ne le disons pas trop fort. Et donc voilà. Pessimisme. Alors, autre question qui a trait aussi à vos activités professionnelles, vous êtes journaliste de télévision, et j'ai vu il y a quelques jours une très belle émission que vous avez faite dans la région de Sancerre. Je vous voyais peu à l'écran, car vous ne vous montrez pas beaucoup, mais vous avez l'air particulièrement heureux. Vous étiez dans la France profonde. Est-ce que la France profonde que vous visitez comme cela régulièrement ressemble à la France parisienne, et est-ce qu'il n'y a pas après tout une coupure? Est-ce que nous n'avons pas à espérer que cette France profonde finisse éventuellement par donner une opinion un peu différente à ceux qui nous gouvernent? Elle est perdue, la France profonde. Elle n'a pas les mêmes problèmes et la même équation quotidienne que la France citadine, urbaine, mais elle est perdue parce que le clivage est ailleurs. Le clivage étant une France qui a une sociologie plus rurale, qui ne comprend pas les élites parisiennes et vice-versa. Bon, ça c'est une trivialité, une banalité épouvantable de dire ça, mais la césure elle est là. Parce que pour le reste, pour revenir au sujet du livre qui est le sujet de l'argent et du libéralisme, cette France profonde, ma foi, elle est assujettie à la politique fiscale française depuis toujours. Elle est logée à la même enseigne que nous, elle a la même souffrance. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de véritable différence. Il n'y a pas de véritable clivage. Donc l'espoir, c'est quand même bien au niveau des élites qu'il faut convertir, ouais, si on le peut. Enfin, personnellement, je ne sais pas si vous vous trouverez trop pessimiste, je crois que sans un grand choc, quel qu'il soit, nous n'arriverons à rien. Pensez donc qu'il y a quelques années, alors que l'entreprise Rover en Angleterre, c'est quelque chose pour les Anglais Rover, hein, c'est comme Renault pour nous. L'entreprise Rover a fermé et licencié 5500 salariés. Bon. Le Premier ministre britannique, Tony Blair, travailliste de gauche, mais plutôt libéral, a dit « je m'en fiche ». À la télévision, il a dit « c'est pas mon problème ». Le type aurait dit ça en France, il était viré. Et c'est ça le libéralisme. Et il a eu raison, parce qu'un mois après, tous les employés de chez Rover, tous, ont trouvé un emploi. Et c'est ça l'économie de marché. Et c'est ça le libéralisme. Alors ça, nous, on ne peut pas se permettre de dire ça aujourd'hui, parce qu'en France, personne ne retrouverait un emploi. Mais ce qui est fascinant,
c'est que on soit dans les pays anglo-saxons, sur ce registre précis de l'emploi, arrivé à ça. C'est-à-dire qu'un homme de gauche peut se permettre de dire, attendez, le marché est bien fait, il régule automatiquement les emplois, faites-moi confiance, je ne vais pas faire d'interventionnisme idiot, parce que c'est ce que ça voulait dire, je ne vais pas faire d'interventionnisme à la française, car j'ai confiance dans mon marché. Et effectivement, un mois plus tard, les 5500 employés de chez Rover avaient retrouvé. Alors, le jour où en France on arrivera à ça, on sera archi sauvé. Alors combien de temps faut-il pour qu'on y arrive à notre avis? Des générations. Des générations. On souffre d'une pathologie qui est culturelle sur l'argent. Est-ce qu'on tiendra le coup pendant toutes ces générations? Et donc, on va continuer à décliner doucement. Hein. Oui, mais attendez, doucement, ça peut aller plus vite aussi. Imaginez par exemple un choc financier, ça peut arriver demain. Les agences de notation financière peuvent dégrader, d'ailleurs il y a un livre qui est apparu sur ce thème de Philippe Jaffray, le jour où la France a fait faillite. Imaginez que les agences de notation dégradent la note de la France, non pas parce qu'elle a une dette excessive, elle est très forte, mais elle n'est pas aussi importante que celle de certains pays, mais elle a des dépenses publiques énormes. Et donc ça, c'est une raison pour ne pas arriver à payer ces dettes. Et donc, si une telle occurrence surgit, nous allons être obligés d'emprunter à des taux beaucoup plus élevés, et je ne suis pas sûr que le budget de la France y résiste. Et vous savez que les révolutions n'arrivent au fond que dans deux circonstances, soit une guerre perdue, soit une faillite financière. Donc après tout, alors nous n'en sommes pas à espérer une faillite financière, mais on finit par se dire, mon Dieu, mais que pouvons-nous espérer? On ne peut plus espérer une guerre. Non, pas. Et ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre, comme disait l'autre. Non, on ne peut plus espérer une guerre, bien évidemment, et surtout, on se rend compte que cette faillite, dont certains politiques brandissent la menace de temps en temps d'ailleurs, elle n'est pas familière de la psychologie des Français. On ne l'attend pas, elle ne viendra pas. On a l'impression que c'est un mensonge, parce qu'il y a toujours des gens qui vous racontent le contraire. J'écoutais aujourd'hui des chroniqueurs économiques qui disaient, oui, la France a le record de productivité. Donc on invente des concepts comme ça. Alors, on n'a pas le concept de productivité, tout travail confondu, mais on a le record de la productivité horaire. Ben oui, on travaille si peu que... Bon, mais sur une heure, on est soi-disant plus productif. Alors il y a des gens comme ça qui on est repus. C'est bien, on est les plus productifs. Tu vois qu'on est les meilleurs au monde. C'est-à-dire qu'on s'invente des chiffres et des statistiques comme ça pour, toujours, c'est le syndrome de la survivance, quoi, pour continuer à croire l'espace de quelques secondes, quelques minutes, que nous sommes encore les meilleurs. Malheureusement, c'est pas. Alors, à propos de productivité, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de ce fonctionnaire qui était vraiment le plus productif de son service, au point que son bureau était toujours dégagé, alors que les autres croulaient sous le papier. Et lorsqu'il a pris sa retraite, on a fini par l'interroger. Quel est votre secret? Il a dit, c'est très simple, quand un dossier arrive, je le pose sur le bureau d'à côté. Voilà. Donc la productivité française, peut-être que c'est un petit peu cela. Enfin, bon, c'est une plaisanterie, c'est une blague, mais j'aime bien les blagues parce qu'elles dénotent en général tout un tissu sous-jacent sur lequel on a besoin de réfléchir. Donc, effectivement, il serait peut-être bon de réfléchir sur les vrais chiffres, ceux que l'on connaît d'ailleurs. Mais malheureusement, les Français ne veulent pas les entendre. Et naturellement, dès qu'on avance un chiffre, vous avez une bordée d'injures qui se dirigent vers vous avec d'autres chiffres aussi trafiqués que possible, et personne n'y comprend plus rien. Vous savez que le dernier ministre de l'économie de Jacques Chirac, M. Breton, a inventé, mais alors là, c'est peut-être une des rares et belles choses qu'il ait faites, le CODIS, qui est le Conseil pour la divulgation de la culture économique, le CODIS. Bon. Louable intention, c'est-à-dire qu'il avait, ce ministre, compris que nous étions tous, dans notre globalité, les Français, pas très experts dans le domaine de l'économie. Bon, le CODIS n'a pas fait grand-chose. En plus, il a eu la très mauvaise idée d'en confier sa direction à M. Perdriel, qui est le patron du Nouvel Obs, qui a 80 ans. C'est-à-dire qu'il crée une espèce de machine, d'usine à gaz pour divulguer la culture économique. Il en confie la direction à un octogénaire de gauche. Donc c'était un peu incongru. Mais bon, il y avait une louable intention. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur ce que nous disions tout à l'heure, les chiffres, et le fait que nous ayons du mal à appréhender, nous autres Français, dans notre globalité, cette réalité économique, c'est vrai que là encore, il y a une grande... La gauche a failli beaucoup. Hein. La gauche n'aime pas l'économie. Il y a 15 jours, dans le Nouvel Obs, Bernard-Henri Lévy, qui reprend le flambeau de la contestation intellectuelle, grand bien lui fasse, a osé dire, l'économie est une science seconde. Il faut arrêter d'enseigner l'économie. C'est
honteux. Ça, c'est totalement régressif. C'est régressif et c'est enfoncer la France encore plus. Je ne comprends pas qu'on puisse dire ça. Nous avons un vrai problème avec l'économie. Nous avons un vrai problème avec l'argent. Il faut rattraper ce retard que nous avons, devenir des gens qui demeurent français avec leur âme française, mais qui savent s'accommoder de ces rouages propres à l'économie de marché. Alors, précisément, c'est tout l'objet de ce que nous essayons de faire, les uns et les autres. C'est l'objet de votre livre, essayer de faire comprendre aux gens. C'est difficile de lutter, bien sûr, contre tout ce qui est ambiant, c'est-à-dire une détestation apparente, en tout cas, de l'argent, mais sauf il est quand même désiré par beaucoup. Oui. Ceux qui le vitupèrent ne sont pas ceux qui s'en privent le plus. Enfin, quoi qu'il en soit, j'espère que votre croisade, parce que c'est une véritable croisade qu'il s'agit, va être couronnée de succès. Et si dans quelques semaines, on s'aperçoit que quelques esprits ont évolué, vous serez content. Oui, je serais très heureux. Mais très sincèrement, je me rends compte d'abord qu'il y a un mauvais accueil chez beaucoup de gens de droite qui demeurent attachés dans la grande tradition gaulliste à l'économie centralisée. Ok, tu es devenu libéral, toi, etc. Que à gauche, bien évidemment, j'ai fait un débat contre François Hollande assez récemment. Que à gauche, ben, on est très bonhomme, très goguenard. On dit oui, bon, l'argent c'est important, mais enfin bon, ben, on est toujours au 19e siècle, quoi. Il ne faut pas se salir les doigts avec l'argent. Ce qui est important, c'est de le répartir. Ah, ça, le répartir, bien sûr, le gagner, bon. Et donc, je me dis que le terrain est difficile, très très difficile, parce que une droite revêche, une gauche archaïque, sur le sujet de l'argent, il y a vraiment du travail. Donc, alors, vous avez eu beaucoup de courage d'aborder ce sujet. Je vais rappeler le titre de votre livre, mais auparavant, je voudrais quand même dire qu'il y a quelques citations particulièrement savoureuses. J'ai apprécié parmi d'autres cette phrase d'Elizabeth Taylor, l'argent, l'argent, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les bijoux, les fourrures. Et on rit très souvent car vous avez le talent de ne pas traiter ce sujet d'une manière trop triste, alors qu'il y aurait bien des raisons de s'en attrister. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Éric Brunet, Être riche, un tabou français, aux éditions Albin Michel. Et alors, il coûte 18 €, donc vous pouvez l'acheter sans vous appauvrir. Voilà un excellent conseil que je me permets de vous donner. Au revoir, Éric Brunet, à bientôt. Au revoir, bientôt. Et merci pour votre esprit de résistance, ça je voulais vous le dire, parce que un grand bravo à vous, à Reichmann TV, et à, bien évidemment, la Révolution bleue. Merci beaucoup. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. J'espère vous retrouver prochainement sur nos lignes. À bientôt, bon courage et vive la France.